Je vous fais une réponse en direct à une vidéo qu'on m'envoie, démontrant une fois de plus le niveau d'ignorance du public. Une fois que vous êtes réveillé, il est presque impossible de Je vais directement aux éléments sur lesquels il y a des faits qui sont exposés. surmonté d'un firmament, tout change. C'est Les voix auxquelles nous blabla, faisons confiance allons-y et les directement. sacro-saints scientifiques sataniques qui façonnaient autrefois notre réalité et notre compréhension du monde ne sont plus fiables. Notre expérience de première main de la Terre, en tant que monde stationnaire, est en contradiction avec leur récit artificiel de l'espace et des planètes en rotation. La scarification de notre Terre et l'exploitation barbare des arbres géants, autrefois majestueux, sont en contradiction avec les livres d'histoire et les récits géologiques. Et les éveillés se demandent ce qui a bien pu se passer. S'ils ont menti au sujet de la Terre, de l'espace et de la destruction de notre monde plat, alors comment pouvons-nous faire confiance au récit historique officiel du courant dominant? Le récit historique, comme le modèle héliocentrique, n'a pas de sens. Il ne tient pas debout. Et il suffit d'un examen plus approfondi pour que les mensonges qui ont régi notre compréhension de l'histoire et du monde depuis notre Mais allons-y, ne perdons pas de temps. naissance commencent à s'effondrer. Simulons un peu notre esprit avec quelques réflexions. On nous dit que le premier véritable outil électrique a été inventé en 1895, lorsqu'une entreprise allemande a combiné un moteur électrique avec une perceuse manuelle. La perceuse pesait 7,5 kg et nécessitait plusieurs opérateurs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une société appelée Bosch a commencé à concevoir des outils électriques en vrac, à la fois économiques et puissants. Alors comment nos ancêtres historiques, un peuple primitif, sous-développé, ont-ils conçu et construit certaines des structures que nous connaissons? Qu'en est-il? Eh bien, ça s'explique très bien, puisque nous avons de nombreux éléments à ce sujet. Non, on n'a pas taillé ces pierres avec de l'électricité. Nous avons, en France par exemple, fait des grands travaux dans une quantité de bâtiments, jusqu'à il y a relativement peu de temps, qui étaient faits sans la moindre électricité, ni même sans pétrole. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. De toutes les gigantesques pierres monolithiques que nous voyons et qui ont été taillées avec une telle précision. Non, ces pierres n'ont pas été taillées. Demandez-vous si vous pourriez reproduire cela aujourd'hui avec l'arsenal d'équipements dont nous disposons. Celles-ci l'ont été, oui. Et c'est tout à fait possible de le faire à la main. Avec une corde, vous faites une pierre ronde. On peut excaver ce genre de pierre avec des outils traditionnels. Et que dire des magnifiques puits à degrés de l'Est? Tout cela est parfaitement réalisable avec des outils rudimentaires. D'ailleurs, il y a un couple de frères indonésiens qui fait des constructions de ce genre, uniquement avec des pelles, des pioches. Vous pouvez trouver cette vidéo sur internet. C'est une série de vidéos très intéressantes sur internet. Mes enfants aiment bien regarder ça. Ce sont des gens qui bricolent des choses. C'est pas aussi monumental que ça, mais ils font des choses avec des outils sommaires. Pour faire ce genre de choses, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de moteur non plus. Tout ça, c'est de la pierre superposée. On les voit d'ailleurs, ces pierres. On nous dit que les puits à degrés étaient des puits à plusieurs étages construits par nos ancêtres primitifs, afin de préserver l'approvisionnement en eau pendant les Ça impressionne beaucoup les Américains. Ils n'imaginent pas qu'on ait pu faire des choses pareilles. sécheresses. Mais regardez l'implication et la complexité de ces structures. C'est pas complexe. C'est pas très complexe. C'est complexe pour un Américain, qui n'est allé qu'à l'école publique. C'est pas très complexe tout ça. On peut le faire. D'accord ? On peut réaliser des choses comme ça. Moi, j'ai réalisé des jeux pour les enfants avec du bois, en ayant des formes qui étaient assez complexes de ce genre. Regardez la magnificence et la finesse. Non, c'est pas particulièrement fin, c'est même plutôt basique. C'est très basique, ce sont des degrés relativement basiques tout ça. D'accord ? Rien d'extraordinaire ici. Je vous montre ici l'image d'une fraise et vous voyez que cette disposition en quinconce a très tôt intrigué l'homme qui observait les choses. Il a vu la géométrie dans la nature. Par conséquent, très vite, il a voulu la reproduire. Ceci est un exemple parmi de très nombreux autres exemples de géométrie naturelle. D'ailleurs, la nature est mathématique. La structure moléculaire est mathématique. Les dispositions astrales relèvent de mathématiques. Mathématiques célestes, certes. Pour l'essentiel hors de portée. Mais l'homme a pu observer des choses, faire des calculs, des projections, et trouver des moyens de les reproduire. L'écartement entre deux murs, on peut en mesurer le milieu. Une fois qu'on a le milieu, on peut mesurer le quart, et ainsi de suite. Ainsi, vous pouvez faire des degrés, vous pouvez faire des équidistances. Tout cela, ça s'apprenait à l'école de mon temps. J'ai l'impression que ça ne s'apprend plus du tout aujourd'hui. Avec la précision géométrique, le tout creusé et façonné à l'aide. La géométrie ne s'obtient pas forcément avec l'électricité. On peut l'obtenir avec des cordes, avec des planches, avec des bouts de bois. La corde a été énormément utilisée en Égypte antique, par exemple. D'outils manuels, mais bien sûr. Que dire des gigantesques réseaux de canaux que l'on trouve partout dans le monde? Oui, mais tout ça a été fait à la main. C'est difficile à réaliser pour les Américains
Ce sont des internautes qui ont les fesses dans leur fauteuil toute la journée et qui ont beaucoup de mal à déplacer un tas de feuilles mortes. Ils n'imaginent pas que leurs ancêtres aient pu travailler et faire des canaux de ce genre. C'est parfaitement faisable tout ça. L'homme a beaucoup travaillé avec ses mains. Hein. Les légionnaires ont fait des tas d'ouvrages en Afrique à la main. Ils ont utilisé de l'explosif aussi, mais ils ont fait beaucoup de choses à la main. Le canal Erie en Amérique aurait été construit en 1817 et 1825. Il n'y avait pas d'ingénieurs civils en Amérique à cette époque. Les personnes chargées de planifier la construction étaient des novices, c'est ce que l'on nous dit. Le canal fait 12... Mais si, il y avait des ingénieurs, toujours, même s'ils n'avaient pas le même titre qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu des architectes, bien sûr que si. Et le canal Erie a bien été fait de main d'homme, effectivement. Et l'essentiel a été fait à la pioche, avec des explosifs aussi, des explosifs de l'époque. 12 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Oui, rien d'extraordinaire. La Seine a été aménagée avec des travaux très considérables. La Hollande, c'est le plus grand ensemble d'aménagement humain sur Terre. Une excavation gigantesque, puisque l'essentiel du pays est sous la mer. Ça s'est fait à la main. Et oui, patiemment. Un travail long, qui a demandé des siècles, un travail considérable. La majeure partie d'ailleurs a été réalisée au XXe siècle, avec des outils modernes, aussi avec des moyens modernes, bien sûr. Le canal d'Erie s'étend sur 584 km. Mais les émigrés irlandais et les animaux qui les accompagnaient ne devaient pas se contenter de creuser. Vous avez les images sous les yeux. Vous avez des photos qui vous les montrent. Où est-ce que vous voyez l'électricité ici? C'est fait à la main, bien sûr. Les gens travaillaient dans la rue comme ils travaillaient dans les canaux. Ceci, c'est pas une photo du canal d'ailleurs. Chaque jour, ils ont dû abattre des centaines d'arbres en traversant la forêt vierge. Bah oui, enfin ce n'est pas une forêt vierge, non. Une forêt primaire. Ils ont dû construire des aqueducs, ainsi que des écluses complexes et traverser les Mais oui, bien sûr. Tout ça, les hommes savaient le faire. escarpements du Niagara. Un mur de calcaire dur de 24 mètres de haut. Oui, mais alors? Ils ont dû utiliser de la poudre noire pour le traverser, nous dit-on, puisque la dynamite n'avait pas encore été inventée. Le canal s'étend sur 584 km et sa construction a duré 8 ans. Cela signifie qu'en moyenne, 1 kilomètre était achevé tous les 8 jours. Quel exploit! D'autant plus que les responsables étaient des novices et que les outils électriques et la dynamite n'avaient pas encore été inventés. Le canal de Panama, c'est très considérable aussi, c'est encore plus vaste comme chantier. Il y a eu à un moment donné 50 000 travailleurs. Le canal de Suez. On a les éléments, c'est parfaitement documenté tout ça. Tout ça, les calculs ont été faits et refaits. Le canal de Suez a été fait de cette manière à la main. Beaucoup d'hommes travaillaient. Effectivement, les travaux avançaient beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup moins de normes de sécurité, il y a beaucoup de morts sur les chantiers, etc. Laissez-moi vous dire tout de suite que les pionniers des Amériques n'ont pas construit ces systèmes de Mais canaux. si. Et que dire des grands et magnifiques châteaux disséminés dans notre monde. Ben oui, pour un Américain, c'est éblouissant et les Américains seraient incapables de faire ça. Ben, ça a été fait à la main, avec les moyens de l'époque. Oui, moi j'appelle ça l'américanisation. Les Américains ne tolèrent pas que... Enfin, certains Américains ne tolèrent pas que les Européens aient pu produire de telles choses. Ça les rend malades. Donc, c'est des petits hommes verts, ou c'est le Blybright, ou ce que vous voulez. Mais ça peut pas être les Européens. C'est pas possible. Ils n'ont pas pu faire mieux que les Américains. C'est intolérable pour eux. Eh bien, si, notre civilisation a fait tout cela. Les ancêtres des Américains, qui étaient des Européens, ont fait cela. Leurs propres ancêtres, qui n'étaient pas encore américains, ont contribué à une civilisation qui a érigé des choses comme ça. La France, je l'ai déjà dit, a déplacé le plus grand nombre de blocs de pierre de toute l'histoire de l'humanité en 250 ans, entre le 11e et le 13e siècle. Plus que l'Égypte, plus que Rome. Venez en France, venez voir nos églises. Venez voir le travail qui a été fait, venez voir nos châteaux, nos monastères. Venez voir. Vous verrez, vous pourrez constater que ce n'est pas les petits hommes verts qui ont fait ça et ce n'est pas le Blybright, puisque vous ne croyez pas que ça ait pu être créé à l'époque. Venez voir, vous pourrez trouver tous les éléments, toute la documentation. Vous pourrez toucher la pierre, vous verrez que tout ça est réel. Ce n'est pas des mirages. Ce ne sont pas les petits hommes verts. Vous pourrez aller chez l'artisan du coin et lui poser des questions. Comment est-ce qu'on fait des choses comme ça? Il vous expliquera ce qu'il saura, qui est un reliquat de cette culture qui existait, cette culture, ces savoir-faire, cette culture du travailler, cette culture populaire, de travailleurs qui se trouvaient dans tous les bourgs de France et qui maîtrisaient des choses comme ça. Saviez-vous que la plupart d'entre eux ont été conçus et construits sans système de plomberie ni méthode pour chauffer correctement les pièces? Voilà, ça c'est typique, on y vient là. La royauté et les élites du passé se contentaient de survivre sans avoir accès au strict nécessaire. Voilà, là vous avez l'aveu central. Pour un Américain, se chauffer c'était le strict nécessaire. Mais il n'y avait pas de moyen de chauffage, effectivement. Moi j'ai vécu dans un château, il n'y avait pas de moyen de chauffage, on se chauffait auprès de la cheminée.
On faisait chauffer de l'eau, on faisait une bouillotte dans son lit. Le strict nécessaire, on s'en passait. Et on travaillait toute la journée. On ne se chauffait pas, on travaillait, on se chauffait en travaillant. Incompréhensible pour un petit internaute chauffé toute l'année, spécialement en hiver, dorloté. Mon Dieu, mais il y avait des pièces froides. Ben oui, il y avait des pièces froides. Inconcevable pour un internaute. Donc forcément, c'est pas possible, ça s'est pas fait comme ça à l'époque, puisqu'il n'y avait pas le strict nécessaire. C'est forcément les aliens ou je ne sais quoi, ou le hybride qui est tout inventé. Voilà. Qui pouvaient vivre dans le faste et le grandiose. Mais pas forcément. On peut avoir des châteaux sans vivre dans le faste et le grandiose. Et je sais de quoi je parle. Notre famille était plutôt pauvre et héritée d'un château dont il a fallu s'occuper. On ne le chauffait pas parce que ça coûtait trop cher. Les chaudières de l'époque étaient de très mauvaise qualité. On chauffait 2-3 pièces, pas plus. Rarement, quand on avait un peu de sous. Moi je me souviens qu'en hiver, nous n'étions pas chauffés. Il est arrivé d'allumer la chaudière, spécialement quand il y a eu un visiteur. Le jour de Noël, c'est arrivé aussi qu'on est un petit peu plus chaud. Parce qu'on ne travaillait pas ce jour-là, donc c'était le jour de Noël. Il y avait festivité. On préparait la fête. Éventuellement, on allumait un petit peu la chaudière. Mais on faisait très attention, il n'y avait pas d'isolation, donc la chaleur partait tout de suite. On était économe. Bon, mais avant l'époque de la chaudière, comment on faisait? Les gens faisaient davantage de feux de cheminée. On mettait plus de bois, si on en avait. Et c'était pas facile, on achetait du bois. Jadis, on achetait du bois. Ça existait déjà. Voltaire raconte. Il achetait du bois. D'ailleurs, il payait pas ses factures, lui. Et on vivait très bien comme ça. Enfin, on se caillait, effectivement. Et les personnes âgées n'aimaient pas beaucoup ça, donc on les mettait plus près du foyer familial, du foyer originel, c'est-à-dire des pièces qui étaient attenantes à la cuisine. Mais voilà, mais sinon on vivait très très couvert. Il n'y avait pas de chauffage. La cheminée, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des cheminées dans presque toutes les pièces. En modeste demeure, jouissait de la... Ces images que vous voyez représentent des foyers qui étaient très très bien isolés. Contrairement à ce qu'on pense, le chaume, ça isole très bien, ça conserve la chaleur. Chaleur des longs hivers sont. Et par ailleurs, il y avait des bêtes. On mettait souvent les bêtes, on le voit très bien sur l'image ici. Les bêtes apportaient des éléments de chaleur à l'habitat. Moi, je ne le pense pas. Et bien sûr, il y a la possibilité du grand complexe des pyramides de Gizeh. Vous ne le pensez pas parce que vous n'avez pas la culture. Voyons Gizeh. Les pyramides, nous dit-on, ont été construites quelque part autour de 2500 avant Jésus-Christ. Oui. La grande pyramide elle-même est constituée de 2,3 millions de blocs de calcaire et de Non, ce ne sont pas des blocs de calcaire de granit. C'est faux. granit. Et sa structure globale pèse 6 millions de tonnes. Les plus grosses pierres de granit pèsent entre 20 et 80 tonnes chacune. Ces 20 tonnes représentent 20 000 kg. Ces blocs... Il peut y avoir eu des éléments de fondation en granit, c'est possible, mais l'essentiel, ce n'est pas du granit, évidemment. D'ailleurs, ça se voit du premier coup d'œil. Un Américain n'arrive pas à le voir, mais vous voyez tout de suite que ce n'est pas du granit. ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre. Non, plus personne ne dit que ces blocs ont été taillés avec des outils en cuivre. On sait maintenant comment ces blocs ont été créés. Donc, informez-vous, lisez, documentez-vous au lieu de croire à n'importe quoi. Ces blocs n'ont pas été charriés, conduits sur 800 km et taillés. Et auraient été transportés sur une distance de 800 km. Non. Les soi-disant experts avancent l'hypothèse, selon laquelle le travail des esclaves a été considérable. Non, il n'y avait pas d'esclaves dans l'Égypte antique. Et là, vous voyez bien que c'est totalement disproportionné, c'est pas 6 hommes qui vont soulever cette pierre. Être crédule et croire au récit officiel du travail des esclaves est une chose. Mais quelqu'un peut-il expliquer comment les puits d'aération de la Grande Pyramide s'alignent si bien avec les étoiles circumpolaires? Voilà, ça c'est typique, ça c'est l'aveu des Américains. Ils n'arrivent pas à comprendre que les Égyptiens pouvaient avoir une maîtrise des choses. C'est typique. D'accord, pour eux, il y a une incapacité à associer le travail qu'ils ont sous les yeux et ce qu'ils constatent de la portée scientifique de la civilisation égyptienne qui était effectivement capable de choses immenses et grandioses. Ils n'arrivent pas à concilier la grandeur scientifique et la simplicité de mœurs. Pour eux, c'est pas possible. Les Américains ne fonctionnent pas comme ça. Dès lors que c'est scientifique, pour eux, c'est la NASA. Donc c'est des millions, donc c'est tous les moyens techniques. Ils n'arrivent pas à imaginer que la société au quotidien pouvait avoir une grande science. Et les Égyptiens avaient une grande science. Au Moyen-Âge, nous avions, en France, une grande science dans les métiers. Ce qui permettait de faire des ouvrages qui étaient extrêmement complexes et qui paraissent impossibles aujourd'hui. Mais oui, effectivement, de simples architectes, de simples artisans ont fait des ouvrages d'art extraordinaires en France. Par exemple, des toitures qui aujourd'hui sont observées par le CNRS
et qui font dire au CNRS que pour les restaurer, il faudrait des spécialistes avec des métiers très 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 aboutis, des ingénieurs, alors que ce travail a été fait par les artisans du village. Hein, on voit ça à Vaux-le-Vicomte par exemple. Hein. Vaux-le-Vicomte, ça a été fait par les gens du cru. On n'a pas fait venir ni la NASA ni le CNRS pour faire Vaux-le-Vicomte. C'était fait par les artisans du coin, qui maîtrisaient ces savoirs. Moi, j'ai fait des chantiers quand j'étais jeune avec des gens qui maîtrisaient des savoirs comme ça. Voilà, c'est pas les extraterrestres. Et puis il y a les curieux cas des forts à plan en étoile, ou de ce que les menteurs officiels du monde appellent des fortifications bastionnées. Oui, vous appelez ça les menteurs, moi je dis c'est des gens qui connaissent un petit peu un peu la culture. Encore une fois, vous êtes épatés par des choses qui peuvent se faire à la main. Tout ça, on peut le faire, ces plans d'étoiles. D'accord ? Vauban, personnage français, a eu l'idée de concevoir ces forts qui étaient imprenables quasiment. Tout ça peut se réaliser à la main. Un enfant peut dessiner ça. Il faut qu'il ait un petit peu appris, bien sûr, les proportions. Mais tout ça, vous le faites avec des cordes ou avec des mètres. Vous le faites avec des longues vues, avec des vues posées sur trépied. Vous arrivez à calculer les choses, des horizontalités, des perspectives. Tout ça, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le faire. Versailles. Versailles, comment ça a été fait alors ? Par les extraterrestres, vous l'avez sous les yeux. C'est les extraterrestres qui ont fait Versailles. Et c'est l'ignorance totale et crasse d'un certain public qui n'arrive pas, qui ne connaît rien. Quoi. Donc ils voient une image, ils sont éblouis, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas les hommes qui ont pu faire ça, parce qu'ils sont incapables de le faire. Moi je pourrais le faire, ça. Je pourrais le réaliser. Un architecte de base peut réaliser ce genre de choses. Il faut le concevoir ensuite, il faut le concevoir. Lui, il peut le concevoir. Des ouvriers, des entreprises peuvent le réaliser. Développés à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ces forts ont été conçus à l'époque de la poudre à canon et du canon. Mais oui, La conception géométrique offrait aux militaires d'une nation une protection contre les angles morts pendant les conflits. bien sûr. Mais bien sûr, nous savons tous que la meilleure protection pendant la guerre est de concevoir un fort avec un motif géométrique aussi précis. Oui. Un véritable historien s'est-il jamais penché sur la réflexion de la géométrie ici? Mais bougre de crétins et d'andouilles, bien sûr que si. Les véritables historiens se sont penchés sur la question, ils ont regardé ça près et ont parfaitement compris ce qui était passé. Vauban a établi qu'il y avait des angles morts et qu'il fallait empêcher. Donc il a conçu des places fortes avec des glacis, avec des redoutes, avec des emplacements pratiquement inatteignables, sans que l'ennemi s'expose. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que, si vous voulez, c'est un tel déferlement d'ignorance que moi je vous conjure d'arrêter de regarder ce genre de niaiserie. Quoi. C'est terrible, que les gens n'ont rien lu. Et les gens qui vous proposent ça n'ont rien lu. En vous proposant ce genre de vidéo, ils vous prouvent qu'ils n'ont aucune connaissance, aucune culture. Ils n'ont rien lu, ils n'ont pas lu de livre sérieux. Ils ont lu, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé leurs ouvrages quand ils disent qu'ils ont lu, mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas fait ce genre d'ouvrage. Ils n'ont pas fait des choses comme ça. Ils ne savent pas. Bon, bah voilà, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas discuter avec eux. En tout cas, vous savez, dès lors qu'ils vous proposent ce genre de choses, qu'ils n'ont pas la culture nécessaire. Alors, pour résoudre ce petit problème de culture, je vous suggère de commencer par lire Le miracle égyptien de Schwader de Lubitsch. Vous allez déjà lire ça. Vous le lisez attentivement, vous allez voir, c'est un texte très dense, avec beaucoup de choses dedans. Vous allez avoir un petit peu de culture, et même pas mal, et vous aurez une petite idée de ce que l'homme a été capable de faire. Vous allez commencer par ça, ensuite, on pourra commencer à discuter. Vous aurez au moins une base solide. Lisez ceci, vous devez impérativement avoir ça dans votre bibliothèque, ensuite nous pourrons discuter. Voilà pour cette petite question.